Bonjour à tous, et voilà, on se retrouve sur Internet pour continuer nos cours de physique-chimie. Alors, bien évidemment, la situation est totalement inhabituelle, les cours que vous allez suivre là maintenant pendant quelques semaines vont souvent prendre cette forme-ci, c'est-à-dire de vidéos à étudier, puis de travail à effectuer chez vous, à me le ramener pour que je puisse vous donner quelques évaluations, et puis on se retrouvera parfois pour faire des audioconférences. Voilà, on va s'habituer, ça va être différent, mais ça ne va pas empêcher de pouvoir travailler et avancer dans de bonnes conditions d'apprentissage. Ça va vous demander juste un peu plus d'autonomie, mais sinon, vous allez peut-être gagner en clarté parce que vous allez avoir le temps d'avancer à votre rythme en passant, en regardant les vidéos une fois, deux fois. Mais c'est sûr que ça va demander de l'autonomie et du sérieux, donc je compte sur vous pour en faire preuve. Et ben on va débuter tout de suite. Donc on s'était arrêté euh, ensemble sur un chapitre qui était le chapitre de la vision. Alors certains d'entre vous avaient eu le TP le jeudi avant que les cours s'arrêtent, d'autres ne l'avaient pas eu le mercredi à cause du bac, du devoir commun pardon, de maths. Donc je vais un peu tout reprendre depuis le début. On avait commencé par une activité qu'on n'avait pas fini, donc je repars d'ici, puis je vous montrerai après ensuite ce qui avait été fait en TP avec un groupe mais pas avec l'autre, et je vous donnerai du travail pour la prochaine fois. Allez, on y va. Alors dans l'activité, on s'intéressait aux différentes parties de l'œil. On avait vu que dans l'œil, il y avait trois parties essentielles finalement, même si c'est beaucoup plus complexe que ça. L'iris, ici, hein, l'iris, c'est la partie colorée de votre œil qui peut se dilater ou se contracter pour laisser rentrer plus ou moins de lumière. Donc l'iris va se contracter quand il y a trop de lumière dans l'environnement afin de laisser juste un petit peu de lumière rentrer. Et puis s'il n'y a pas suffisamment de lumière dans l'environnement, quand vous êtes dans l'obscurité, votre iris se dilate et donc on voit votre pupille, hein, la pupille c'est la partie noire là, qui va être beaucoup plus grande. On dit que l'iris joue le rôle d'un diaphragme. Un diaphragme en optique, c'est un composant qu'on va placer devant les appareils optiques comme les lentilles pour, pareil, laisser entrer plus ou moins de lumière à l'intérieur. Vous avez deuxième partie de l'œil, c'est toutes ces zones transparentes là qui vont dévier la lumière, donc ça peut être la cornée, le cristallin, les liquides qui sont à l'intérieur ici du globe oculaire, mais globalement l'organe principal ça va être le cristallin pour nous, qui a pour effet donc c'est lui qui dévie clairement davantage les rayons lumineux. Alors j'ai pris ici donc un crayon là que l'œil observe et on voit que l'image elle se forme sur le fond de l'œil qui est la dernière partie qui va nous intéresser, c'est la rétine qui joue le rôle d'écran, voilà, avec des petits capteurs sensoriels qui envoient après des signaux électriques via le nerf optique dans le cerveau pour interprétation. Alors je reviens sur le cristallin, vous voyez ici j'ai pris des rayons qui partent de la pointe du crayon, ou quasiment de la pointe du crayon. Ces rayons-là, donc il y en a, puisque le crayon est éclairé par la lumière extérieure, il va rediffuser la lumière dans toutes les directions. Donc moi j'ai pas représenté tous les rayons qui pourraient partir de la mine de crayon et qui iraient dans toutes les directions. J'en ai représenté que trois ici, les trois rayons qui partent du crayon et qui rentrent dans l'œil, c'est ce qui va nous intéresser. Et on voit que ces rayons-là vont être déviés dans le passage dans le cristallin et se recroiser au même endroit sur la rétine. On a donc une image nette. En fait, on a une image nette quand on a un système optique qui est capable de concentrer tous les rayons qui viennent d'un point de l'objet, de les concentrer en un même endroit. Voilà. En labo, on a un objet qui permet de faire ceci, c'est ce qu'on appelle une lentille mince convergente. Alors c'est les lentilles qu'ont par exemple les personnes qui sont atteintes d'hypermétropie. Vos verres de lunettes sont des lentilles minces convergentes. Donc ces lentilles minces convergentes ont la capacité de former des images parce que tous les rayons qui partent d'un point de l'objet et qui passent à travers la lentille vont se croiser à un endroit derrière la lentille. Voilà. Donc par la suite, c'est cet objet surtout qu'on va étudier, la lentille, être capable de comprendre comment elle forme des objets, essayer de comparer aussi la taille de l'objet par rapport à la taille de l'image, et être capable de pouvoir déterminer à l'avance où se forme l'image derrière la lentille. Alors, le TP, ah oui, donc finalement, l'œil c'est un organe complexe, mais si on veut l'étudier d'un point de vue physique, on peut le simplifier
extrêmement. C'est-à-dire qu'on va retenir que trois parties de l'œil, l'iris qui va jouer le rôle de diaphragme, le cristallin qui va jouer le rôle de la lentille, et puis la rétine qui joue le rôle d'un écran. Donc en physique, on symbolise ça comme ceci. Le diaphragme, c'est ce symbole-ci, là, qui laisse donc une partie qui laisse passer un peu de lumière. La lentille mince convergente, là, c'est cette double flèche. Et l'écran, c'est juste voilà, c'est cette partie-là. Voilà. L'axe qui traverse la lentille, là au milieu, on appelle ça l'axe optique de la lentille, et haut, c'est ce qu'on appelle le centre de la lentille. Donc voilà le schéma qu'il va falloir dans un premier temps retenir et que je vais faire apparaître dans le cours un peu plus tard, c'est le modèle de l'œil réduit, donc ces trois objets-là, et savoir les mettre en correspondance avec l'œil réel. Donc je répète, ça, le diaphragme modélise l'iris, c'est-à-dire la partie colorée de votre œil, la lentille mince convergente modélise votre cristallin, et l'écran modélise la rétine. Alors, en TP, avec le groupe B, voilà ce que l'on a fait. On a d'abord modélisé du coup un œil, c'est-à-dire qu'on a pris une lentille mince convergente là qu'on a mis ici, on la voit pas, la lentille elle est à l'intérieur. Là, ce qu'on voit, c'est le diaphragme en fait qui est posé devant la lentille, mais la lentille elle est à l'intérieur. Alors, c'est un disque de verre la lentille, hein, c'est vraiment comme des verres de lunettes. Ici, ça c'est l'écran qui modélise la rétine, et puis ici, ça c'est une lanterne, donc c'est un objet lumineux en fait. On le voit pas, mais devant ici, je vais lancer la vidéo. Ici devant, voilà, on a une lettre F qui est gravée, et quand j'allume la lanterne, alors cette lettre F voilà, va être projetée à travers la lentille. Alors on regarde ce que ça donne. Alors là, bien sûr, on voit la lumière, ce qui ne nous permet plus de voir la lettre F. Cette lumière passe à travers la lentille, on la voit ici la lentille, et puis ici l'écran. Alors pour l'instant, on ne voit pas d'image nette sur l'écran, il faut bouger l'écran pour avoir une image nette. Et voilà, donc on cherche une position où l'image va être la plus nette possible. Hop, je reviens en arrière. Petite, et donc, voilà, ici, hop, voilà, on voit l'image de la lettre F, ici, qu'on retrouve à l'envers, exactement comme dans l'œil, hein. La lentille mince convergente forme des images à l'envers. Alors dans l'œil, c'est le cerveau qui va remettre l'image à l'endroit. On a bien ici l'image de la lettre F. Alors c'est pas très net sur la vidéo, je vous l'accorde, mais pour ceux qui ont fait le TP, ils ont bien vu la lettre F qui se forme à l'envers sur l'écran. Alors on peut modéliser cette situation de la façon suivante. En général, les objets que l'on observe, on les symbolise avec une petite flèche. Voilà, la petite flèche nous permet de montrer que l'objet, son sens c'est vers le haut. En général, le bas de l'objet, donc le bas de la lettre F, on l'appelle A1 ou A. Là, je l'appelais A1, le haut B1. Et puis, voilà, tous les rayons là qui partent, par exemple, on s'intéresse uniquement pour l'instant au haut de l'objet. Donc, voilà, tous les rayons qui partent du haut de l'objet. Donc ici, je rappelle, hein, l'objet c'est ma lettre F qui était lumineuse. Et donc, voilà, tous ces rayons vont passer à travers la lentille et vont se croiser à un endroit derrière la lentille. Donc, l'image du haut de l'objet, on l'appelle B2, voilà, ou parfois on l'appelle aussi B', ça dépend des notations, on peut l'appeler comme on veut, au final on s'en fiche un petit peu. Et le bas de l'objet, on l'appelle A1, et son image, c'est A2. Donc ici, on voit bien que l'image va être à l'envers par rapport à l'objet, du fait des trajets des rayons. Puis dans ce cas-ci, l'image, elle a l'air plus grande que l'objet. Ça dépend, en fait, ça va dépendre de la position, de la distance ici entre l'objet et la lentille. Alors, parmi tous ces rayons-là, la plupart ont un chemin qui n'est pas forcément prévisible, mais il y en a trois dont on connaît parfaitement le chemin, et on y reviendra un petit peu plus tard en séance de cours, c'est ces trois rayons-ci. Voilà, donc c'est le rayon que j'ai gardé à l'image pour alléger un petit peu l'image. Et à partir de là, il y a quelque chose qui va nous intéresser, c'est le grandissement de la lentille. Alors, ce qu'on appelle le grandissement de la lentille, c'est le rapport de la taille de l'image sur la taille de l'objet. Donc ici, la taille de l'image, c'est A2, B2, et la taille de l'objet, c'est la distance A1, B1. Donc ce grandissement, il nous dit combien de fois l'image est plus grande ou plus petite que l'objet. Si vous avez un grandissement qui est supérieur à 1, par exemple un grandissement de 2, ça veut dire que l'image elle est 2 fois plus grande que l'objet. En revanche, si vous avez un grandissement qui est plus petit que 1, par exemple 0,5, ça voudra dire que l'image elle est 2 fois plus petite que l'objet. Voilà. Alors, ça c'est la définition même du grandissement, mais on voit que si on veut calculer le grandissement, Thalès nous dit qu'il y a une deuxième façon de calculer le grandissement, parce que si on regarde
ce triangle-ci, voilà, il est pointe contre pointe avec ce triangle rectangle-ci, donc on a ce qu'on appelle un papillon. Et si vous vous rappelez bien votre théorème de Thalès que vous avez vu au collège, dans ce papillon-là, eh ben, le rapport de cette distance-là, A2, B2 sur A1, B1, qui est ce que nous avons pris comme définition du grandissement, donc ben, cette distance sur cette distance, c'est aussi égal à cette distance au A2 sur la distance au A1. Et c'est aussi égal à la distance au B2 sur la distance au B1, mais ça on s'en fiche un petit peu. Donc j'ai renoté ça ici, d'après Thalès, le rapport A2-B2 sur le rapport A1-B1 est égal aussi au rapport OA2 sur OA1. C'est-à-dire que pour définir le grandissement de la lentille, soit on divise la taille de l'image par la taille de l'objet, ou ce qui revient exactement au même, on divise la distance lentille-image sur la distance lentille-objet. Alors, hop, un petit bug. Je reprends donc, voilà, ce qu'on essaie de faire ensuite avec les élèves du groupe B, c'est vérifier la relation précédente. Donc pour ça, voilà le dispositif expérimental qui était à notre disposition, et ici c'est la modélisation à côté. Donc la lanterne, la lentille, l'écran, donc la distance objet ici, lentille c'est la distance OA1, donc cette distance-ci, donc la lentille, hein, c'est la double flèche. La distance entre la lentille et l'écran sur lequel on observe une image nette, c'est la distance OA2. Et puis après, voilà, la taille de l'objet, c'était la taille de la lettre F ici sur la lanterne. Donc j'ai note A1, B1, c'était 3 cm. Et puis après, ben, la hauteur de l'image sur l'écran. Donc ben, ça dépendait des situations. Donc on s'est mis dans différentes situations, c'est-à-dire en fait, on a pris différentes distances OA1. Alors, je vous montre un peu le tableau des résultats. Donc la première distance qu'on ait prise, c'est la distance 25 cm. C'est-à-dire qu'on a mis 25 cm entre ces deux positions-ci. Et on a cherché sur l'écran une image nette. Quand on a eu l'image nette, donc on a observé que l'image a été renversée par rapport à l'objet. Donc la lettre F est à l'envers. On a remarqué que l'image était plus petite que l'objet. On a remarqué que l'image avait une taille de 2 cm, alors que l'objet une taille de 3 cm. Donc le grandissement, c'était 2 que divise 3, c'est-à-dire 0,66. On a mesuré la distance entre la lentille et puis l'image, on a trouvé 16,5 cm, alors que ben, la distance entre l'objet et la lentille, c'était 25 cm, ce qui fait un rapport de 0,66. Et voilà, comme prévu par Thalès, les deux formules de grandissement nous donnent exactement le même résultat. Et puis on a fait pour deux autres positions, donc la deuxième c'était 20 cm, l'image était toujours à l'envers, cette fois-ci était de même taille que l'objet, donc on avait un rapport de 1, et puis ben, la distance OA1 et la distance OA2 étaient aussi égales, on avait aussi un rapport de 1, donc encore une fois ça fonctionnait bien. Et puis la troisième position, on a rapproché la lanterne de la lentille, on n'était plus qu'à 15 cm, l'image était toujours renversée, mais cette fois-ci elle était plus grande que l'objet, on avait un grandissement qui était supérieur à 1, et le même grandissement avec les deux formules. Donc on n'a plus validé la formule de Thalès. Donc voilà, on a bien deux relations pour calculer le grandissement qui sont équivalentes. Voilà, donc et ben, à partir de là, vous allez pouvoir finir le TP. Alors le TP, je vous montre. Le TP, il est ici, voilà, c'était donc le TP. Quelle est la taille de la Freedom Tower à New York? Vous aviez différents documents, je vais vous laisser prendre connaissance de ces documents. Donc d'abord, bah, une vue du bas de Manhattan, de la skyline à New York, avec ici la Freedom Tower, un plan du bas de Manhattan, donc la Freedom Tower, elle est ici, hein, c'est ce qu'on appelle aussi le One World Trade Center. Ici, Ellis Island, alors on vous dit que ben, c'est de là que la photo précédente, cette photo-ci, a été prise. Donc sur ce plan, vous avez une échelle. Et puis, on vous donne un peu ben, le schéma de l'appareil photo, hein, avec ben, l'appareil photo est composé essentiellement d'un objectif, c'est par là que la lumière rentre, et puis un capteur sur lequel vient se former l'image. Voilà, puis vous avez différentes distances. On vous rappelle ben, différentes choses que j'ai déjà dit dans la vidéo. Voilà, donc la partie expérimentale a été faite, vous pourrez la compléter. Et puis ben, je vous demande maintenant pour la fois prochaine de répondre à ces questions-là, les questions 1, 2 et 3. Voilà, et puis de suivre les instructions qui sont dans le mail pour me ramener vos travaux. Voilà, bon courage à vous et à très bientôt.